Nos théories pour le dernier chapitre de SNK, le 139, la dernière publication d'Hajime Isayama, ça y est, ça approche, c'est dans quelques jours. C'est le moment de partager avec vous mes théories. Voilà comment j'estime que SNK va se terminer en analysant un petit peu l'intrigue. On va en parler aujourd'hui. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reggie. Et oui, la dernière vidéo sur la publication d'un chapitre, la dernière vidéo théorie avant la sortie d'un chapitre SNK, ça fait quelque chose. Ça fait des années qu'on lit ce manga pour beaucoup d'entre nous et c'est devenu une vraie habitude en début de mois d'attendre les spoilers, d'attendre la publication, etc. Et ben voilà, écoutez, on y est. En tout cas, je suis très content de partager ça avec vous et un petit peu cette part de tristesse, ça approche à grands pas. N'hésitez pas à partager en commentaire vos idées et à bombarder le bouton like pour aider cette vidéo, la dernière vidéo théorie sur un chapitre. Peut-être qu'il y aura d'autres théories sur d'autres choses. Enfin bref, pour moi, pour faire une grande fin, Hajime Isayama se doit de sortir par la grande porte et pour cela, il doit proposer un chapitre 139 meilleur que le 138. Et oui, il faut un exploit pour que ce soit une œuvre dont on se souviendra encore pendant des années et des années, je l'espère. Mais je vous avoue qu'il y a une question à ce sujet, est-ce possible? J'aimerais que ça se produise ainsi, mais j'ai des doutes parce que le 138 a été déjà très intense. Il y a eu beaucoup de drames, et pour faire encore mieux, en fait, il faudrait peut-être plus de drames, donc plus de morts, et des rebondissements. Mais problème à ce sujet, il reste peu de pages, alors qu'il faut clôturer l'histoire. Il faut au moins 10, 15 pages pour conclure tout ça, SNK, notamment la malédiction des titans, le monde d'après, j'estime qu'on aura droit à ça. Donc, au niveau de l'intensité, on risque d'avoir une publication moins intense que le 138, mais peut-être que ça sera plus marquant, d'une façon différente avec justement les propos d'Eren. On va en reparler tout à l'heure. Tout dans l'intrigue prouve que c'est la fin, on se dirige vers la fin des titans, notamment la mort d'Eren. La question, c'est de savoir combien de personnes devront mourir pour que ce plan aille jusqu'au bout. Alors, que va-t-il arriver des titans primaires, des shifters et des autres personnages? Est-ce qu'il faut aller encore plus loin pour réussir à se débarrasser du parasite? Ça, c'est la grosse question de ce chapitre. Mais oui, pour moi, c'est une certitude. On va vers la fin des titans. Et pour moi, Eren est bien mort, donc ça symbolise cette fin-là. Les pros Eren qui espèrent encore, je l'ai vu en commentaire, mais il faut être logique, il faut être rationnel, observer l'écriture d'une œuvre comme une course, c'est-à-dire que le pilote se dirige vers la fin de sa course-là, et ça serait contre-productif de retourner en arrière pour retourner en avant, vous voyez? Donc qu'est-ce que je veux dire par là? On raconte qu'Eren est en train d'être battu, qu'il est mort, et au dernier chapitre, on retourne en arrière pour le montrer qu'il est toujours là et qu'il contre-attaque. Non, on a déjà eu une contre-attaque d'ailleurs, donc je pense que c'est terminé. La question aurait pu se poser dans le 138. Eren contre-attaque, qu'est-ce qu'il se passe? Il gagne ou pas? Là, on l'a vu, il a contre-attaqué, il a perdu, mais de façon volontaire. C'est son moyen, en fait, c'est la seule solution pour mettre un terme à la tragédie des titans de façon immédiate. Je rajoute un autre argument pour le revirement de situation. Il reste que 45 pages. Ça sera un chapitre de 45 pages. Donc c'est trop peu pour décrire justement un grand chamboulement. Le seul adversaire qui reste, du coup, c'est le parasite. Il fait office d'antagoniste. Donc dans une première version à son sujet, on pourrait avoir la mort d'Eren justement, qui ne cause pas sa disparition. Donc c'est une sorte de combat pour s'en débarrasser. À ce sujet, il y a un problème, il a survécu à l'explosion du colossal, donc comment faire pour le battre? Est-ce qu'il est possible de le battre justement parce que il n'a pas été tellement affaibli par l'explosion? Dans le 138, on le voit, il a l'air d'avoir rétréci au début du chapitre, puis lorsqu'il expulse son gaz et que les Eldiens se transforment en titans, il semble grandir. Donc est-ce que sa taille n'est pas liée justement aux Eldiens,
ou à Eren, est-ce que le fait que Eren soit tué à la fin du chapitre, est-ce que ça va pas causer justement une diminution de sa taille et donc une possibilité de le battre plus facilement? En tout cas, il y a un autre problème aussi, c'est qu'il reste que peu de personnages pour l'affronter. On a Armin, qui est déjà transformé en colossal et donc qui est lent. Il ne peut pas causer de grands dommages si ce n'est une explosion. On a Levi qui est blessé, qui ne peut plus se battre. On a les canons des mares, mais qui sont quasiment inutiles. On a Mikasa et Falco, mais Mikasa est dans la bouche de l'assaillant qui va sûrement s'effriter, donc elle sera peut-être indisponible plutôt pendant quelques instants. Il reste Falco. Et oui, il y a une symbolique à son sujet, l'ending de la saison finale avec son oiseau qui est vraiment mis en avant. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas justement un rôle majeur pour Falco qui, comme le suggérait un abonné, qui emporterait le parasite, par exemple, dans la stratosphère? J'ai bien aimé cette idée, pourquoi pas. Euh, je m'intéresse pas à ce sujet-là, hein, je vous l'avoue. La mythologie nordique, Falco a un rôle à jouer par rapport au parasite, mais bon, je vous le dis, j'aborde ça de façon superficielle parce que c'est vraiment pas un domaine qui m'intéresse. Mais en tout cas, je pense que Falco, oui, pourrait avoir un rôle à jouer, notamment par rapport à ses propos au début de la saison 4, qui sont très intrigants. Donc, à voir à quoi il va servir ce personnage-là. Dans une deuxième intrigue, justement, rappelez-vous, je vous avais dit, dans cette première version, on aurait le parasite qui serait toujours là. Dans la deuxième version, il disparaît à la mort d'Eren, en même temps que lui. Donc là, c'est pour moi peu probable, parce que il n'y aurait plus d'intensité, de danger dans l'intrigue et ça serait fini d'un coup. Alors oui, ça laisserait pas mal de temps pour développer la fin, mais je m'attends plus à une dernière difficulté. La question, la grande question, que va-t-il arriver aux titans primaires et aux shifters? Que va-t-il leur arriver? Alors, les shifters, il faut bien savoir une chose, c'est qu'ils sont en plein combat et on voit notamment Reiner qui est gravement blessé et depuis un moment c'est mis en avant, notamment avec tous ces projectiles du marteau qui sont coincés dans son titan, dans sa carapace. Donc, on peut justement avoir un indice à ce sujet. Si le parasite disparaît, qu'on a les shifters qui retrouvent leur apparence humaine, est-ce que justement ceux qui sont gravement blessés ne seront pas condamnés à mourir? Donc c'est une possibilité notamment vis-à-vis de Reiner. Autre possibilité, autre question aussi, et beaucoup de questions, la malédiction des 13 ans, est-ce qu'elle va disparaître en même temps que le parasite? Euh, pour moi, ça serait un petit peu trop facile parce que souvenez-vous, à chaque fois qu'un porteur, un shifter atteint la fin, on le voit tousser, on le voit vraiment vieillir physiquement, comme s'il y a des dommages irréversibles sur le corps pour avoir utilisé ce pouvoir très intense. Donc, oui, la malédiction peut, en tout cas le parasite peut disparaître, mais je pense que les dommages sur le corps seront irréversible et du coup ça condamnerait encore une fois ces personnages-là à une certaine durée de vie assez limitée qui correspondrait à ces 13 ans. Donc on aurait Reiner, Annie, Pieck qui auraient plus que quelques mois à vivre, alors que pour Armin, ça serait un petit peu plus long, donc il y aurait cette tragédie, Annie et Armin qui seraient séparés. Voilà, c'est une possibilité que j'évoque parmi tant d'autres. Et j'aimerais aussi parler de ce commentaire très intéressant de la part d'Anna, une abonnée qui a fait une remarque. En fait, les primaires, eux, ne possèdent pas d'humains à l'intérieur. Les titans primordiaux conservent le shifter à l'intérieur. Du coup, en disparaissant, on peut avoir un personnage qui reste en forme humaine, qui a certains dommages, mais qui est toujours là. Alors que pour les primaires, en fait, il n'y a personne à l'intérieur. C'est un être humain qui s'est transformé en titan. Donc, à la disparition du parasite, il est tout à fait possible que les titans primaires s'évaporent en même temps que lui et disparaissent. Et donc, c'est la disparition de Jean, Connie, Gabi et tous les Eldiens de Revelio. Une vraie tragédie. Donc, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on aurait la disparition des primaires et certains shifters qui restent, ou la disparition des deux à la fois, ou allez savoir, hein, peut-être la disparition d'aucun. Je pense que pour que ce soit dramatique, et encore une fois pour avoir une cohérence, il faut aller de l'avant.
Isayama qui retournerait en arrière pour annuler les drames du 138. Vraiment, ça serait contre-productif pour la fin de cette œuvre qui se doit d'être marquante. Donc je pense qu'il va y avoir des morts parmi ces personnages-là. Et pour ma part, je dirais que les primaires vont y passer. Je pense que Rainer et les Shifters, les plus anciens, vont aussi y passer, parce que de toute façon, c'était prévu avec cette malédiction-là. Et à voir pour Armin, peut-être qu'il serait là en tant que narrateur, parce que souvenez-vous, c'est lui qui lit l'histoire de SNK. Eren sera probablement présent dans ce chapitre, et c'est peut-être de cette façon qu'Isayama va en faire une publication grandiose. Parce que oui, jusqu'à présent, on n'a pas eu ces explications en personne. On peut reconstituer les motivations d'Eren avec ses flashbacks, c'est tout à fait possible, on comprend le personnage. Mais le fait qu'il s'exprime de lui-même, c'est peut-être ça qu'il manque parce que voilà, on l'a pas eu jusqu'au 139. Donc voilà une façon de clôturer SNK d'une grande manière, c'est-à-dire d'avoir une vraie explication logique avec ce personnage. Donc comment? On pourrait avoir par exemple Eren dans l'axe qui serait en compagnie d'Ymir et qui pourrait peut-être parler aux personnages encore présents. Allez savoir. Peut-être qu'on aurait Ymir qui parlerait pour la première fois. On pourrait aussi avoir un souvenir d'Eren qui serait envoyé avant sa mort, ou un écrit qu'il a déjà préparé comme Grisha à son époque, ou pourquoi pas avoir le point de vue de Grisha à la fin pour décrire la boucle temporelle. Justement, je vais aborder le prochain point. À mon avis, la dernière case de SNK, et ça c'est une autre grande question, représente Eren bébé dans les bras de Grisha. Et pourquoi? Eh bien en fait parce que ça symboliserait la boucle temporelle qui recommence avec la capacité de l'assaillant et notamment du point de vue d'Eren. C'est assez subtil dans SNK, mais il y a une boucle temporelle, on le voit avec des souvenirs d'Eren, qu'il envoie à Grisha et qu'il récupère en ayant l'assaillant. Et du coup, on le voit au début de l'œuvre se réveiller après sa mort dans le 138. Donc c'est une sorte de boucle qui se répète. Et ça serait la façon d'expliquer tout ça, justement, en concluant l'œuvre là-dessus. D'ailleurs, ça serait un très beau foreshadowing. La spécialité d'Isayama est clôturée là-dessus parce que, oui, ça a été annoncé depuis un moment. On le voit en retournant à certains chapitres en arrière. On voit Grisha porter Eren bébé et la coupe de cheveux, la tenue, tout correspond à la dernière case. Alors ça semble évident, mais c'est tellement évident, excusez-moi, que c'est évincé par le lecteur parce qu'il se dit voilà, Isayama nous l'aurait déjà montré depuis longtemps et comment est-ce possible de revoir Grisha à la fin avec Eren bébé? Voilà. Il met des pièges dans cette question avec notamment le bébé d'Historia. Donc tout cela un petit peu perd les gens dans la théorie, mais je pense qu'il faut aller à l'essentiel. Pour moi, ça semble le plus logique. Donc Grisha est celui qui a cette connexion avec Eren au travers de l'assaillant, il a certains de ses souvenirs, et du coup, il pourrait apporter de son point de vue certaines explications, notamment avec ces informations qu'il manque au spectateur. On pourrait avoir une fin qui décrit, comme je vous l'ai dit, le monde d'après. Hein. Je pense que c'est nécessaire pour clôturer SNK, il faut voir ce qu'il se passe après la tragédie des Titans, et on pourrait avoir ce monde d'après qui est dépeint de façon imagée avec les cases donc du manga papier, et on aurait un narrateur qui va faire une sorte de monologue, et ça serait Eren avant sa mort qui pensait justement à ce sujet-là. Donc on aurait un passage entre le Eren de l'époque et l'intrigue nous ferait passer soudainement au monde d'après d'SNK, et donc on continue à suivre ce monde-là avec les pensées d'Eren. Il explique ses motivations, pourquoi il a agi ainsi, et il explique aussi ses attentes. Voilà, qu'est-ce qu'il pourrait arriver par la suite, c'est-à-dire voilà, on le voit comme un grand méchant, l'humanité pourrait aller de l'avant, et on voit justement la finalité en images. Alors là-dessus, il pourrait y avoir une tragédie, c'est-à-dire que oui, il voulait qu'ils vivent longtemps et heureux, mais le problème, c'est qu'il y a que certains personnages qui sont encore là. Beaucoup ont disparu pendant le combat, donc ça serait une part tragique là-dessus, mais je pense que c'est très important de montrer ce passage-là, le monde d'après, parce que c'est quelque chose qui est
abordé à maintes et maintes reprises les relations entre les ethnies, et c'est l'utilité justement du passage entre les Mars et les Eldiens sur la forteresse. Les Mars qui voulaient aller de l'avant au travers du commandant Muller, qui faisait cette promesse. Voilà, si on s'en sort, je promets qu'on refera pas les mêmes erreurs. Et ben voilà, c'est le moment justement de servir dans cet objectif-là, et même de servir de témoin pour raconter l'exploit de ces gens disparus, notamment ces civils de Revelio, ces Eldiens donc, et ces guerriers Eldiens qui sont morts pour l'humanité. Du coup, les anciens démons deviendraient des héros tragiques, et ça serait un rééquilibrage pour aller de l'avant dans l'histoire, les gens qui comprendraient enfin euh, leurs erreurs, mais les conflits pourraient reprendre parce que ça serait un message sur justement la nature de l'homme. Le problème, c'était pas les titans, c'est l'homme. C'est lui qui veut toujours faire la guerre. Donc ça pourrait être un message de fin. Et là, la question à ce sujet, le passage à la fin de l'histoire, pour conclure, combien de temps il se déroulerait après l'affrontement face aux parasites? Une année, deux, quelques mois, ou plusieurs années, une décennie, voire 20 ans. Donc on verrait une Mikasa plus âgée, qui aurait avancé dans la vie. D'ailleurs, ça, je l'imagine, pour clôturer ce personnage et son évolution, il faut qu'elle aille de l'avant. En tout cas, une évolution de l'histoire qui se produit bien plus tard pourrait nous montrer justement ces effets-là. Les gens qui commencent déjà à montrer des signes euh, d'animosité vis-à-vis d'autres nations ou d'autres ethnies, pour des raisons qui sont tout autres. C'est tout à fait possible. Alors ça oui, ce bébé a servi de leurre pendant beaucoup de temps avec les chapitres de SNK, mais au final, il a moins d'utilité que prévu, mais il pourrait justement être montré, justement il a servi de leurre pour la fin de SNK, il pourrait être montré comme le renouveau d'Eldia sur le long terme, ça serait le nouveau roi, notamment vis-à-vis de ses sujets, il ne leur cache plus la vérité, euh, c'est un roi qui est proche de ses sujets, qui essaye d'aller de l'avant, qui ne s'enferme pas, qui n'est pas dans une stratégie un petit peu comme le Japon à une certaine époque, de s'enfermer sur soi-même, qui va plutôt s'ouvrir vis-à-vis du monde. Donc oui, il y a des théories là-dessus. Est-ce que Isayama fait pas référence au Japon aussi parfois avec Paradis? Et du coup, on aurait une nouvelle euh, stratégie, une nouvelle façon de diriger de la part de la lignée royale. Et bien sûr, pour moi, on va terminer avec la boucle temporelle, je vous l'ai dit, et ça serait une notion grandiose pour finir, parce que l'œuvre nous inviterait à relire SNK avec cette boucle qui arrive à son terme. On retourne au début de l'histoire avec Eren dans les bras de Grisha, peu de temps après sa naissance, et ça nous invite à relire toute l'œuvre. Donc c'est un petit peu briser le quatrième mur au travers de ce message-là. Ça invite le lecteur à recommencer depuis le début et à avoir une seconde lecture sur l'œuvre, avoir tous ces petits indices et notamment à la fin les motivations d'Eren. Voilà, écoutez, c'était tout pour mes théories sur le dernier chapitre de SNK. N'hésitez pas à partager les vôtres, ça sera intéressant de revenir une fois que ça sera terminé pour voir où on a fait juste, où on a fait faux. Et sur ce, à très vite pour d'autres contenus. Merci tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.